Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure d'un petit peu partout dans le monde, ce qui est très sympa de voir des têtes familières et des nouvelles personnes. Donc voilà, on est très heureux aujourd'hui de présenter un dialogue entre deux artistes avec qui la Fondation H a construit un projet depuis quelques mois. Myriam Omar Awadi et Hyacinthe Ouattara, se connectent et sera avec nous dans un instant. Les deux artistes ont été invités par la Fondation H à proposer un projet, une carte blanche au premier trimestre 2022. Ils ont tous les deux passé un mois et demi en résidence dans nos deux espaces, à Antananarivo à Madagascar et à Paris en France, en janvier et à cheval sur février, puis ensuite une exposition personnelle, chacun dans ces deux espaces depuis le mois de février jusqu'à avril. L'exposition de Hyacinthe prend fin samedi et celle de Myriam continue jusqu'à la fin du mois à Tana. Les deux artistes viennent évidemment de géographies très différentes, leurs pratiques aussi sont très différentes, mais de façon assez intéressante, au fur et à mesure du dialogue qu'on a mis en place avec eux au sein de l'équipe de la Fondation H, on s'est rendu compte de points de convergence qui nous ont intrigués, interrogés, qui se sont dessinés progressivement, à la fois dans les questionnements qu'ils ont soulevés dans leurs expositions et puis aussi dans la forme à certains égards. Je vous encourage d'ailleurs si vous n'avez pas eu la chance de visiter l'une ou l'autre exposition, à visiter notre site internet où il y a pas mal de ressources, et notamment des photos, de nombreuses photos des deux expositions et même des vidéos, notamment de la performance de Myriam Omar Awadi lors de l'ouverture de son exposition et la performance de Hyacinthe qu'il a faite la semaine dernière, samedi dernier à Paris, qui sera mise en ligne cet après-midi sur notre site. Voilà, tout ça nous amène aujourd'hui à vous proposer un dialogue entre deux artistes autour de la notion d'invisibilité dans les traditions orales aux Comores et au Burkina Faso. Un titre un peu pompeux, mais qui s'intéresse surtout, on va essayer de discuter aujourd'hui de la question du spirituel, du rapport dans leur présentation, dans leur projet, aux croyances, aux traditions, que ce soit des Comores pour Myriam Omar Awadi. C'est l'un des pays d'origine. Myriam qui s'est particulièrement attachée à réfléchir au DB, qui est une pratique, on va en parler, comorienne, et elle s'y intéressait bien sûr dans un contexte malgache, étant venue en résidence chez nous, et puis avec une approche autobiographique aussi de la transmission. Et puis de l'autre côté, avec l'approche de Hyacinthe, qui explore, lui, plutôt les traditions ouest-africaines, et notamment du Burkina Faso, dont il est originaire, et notamment des Toguna, qui sont ces lieux dédiés à l'oralité, à la parole des sages, et à travers une recherche très personnelle aussi sur sa propre famille et son histoire personnelle dans le contexte politique du Burkina Faso. Voilà, donc on est sur deux traditions aux antipodes, mais qui se rejoignent par le regard qui est porté par vous deux sur ces histoires et sur dans la façon dont vous les transmettez au public. Alors, je crois que Hyacinthe a toujours un petit souci de connexion, mais on commence, si ça te convient, Myriam, malgré tout, et puis il nous rejoindra, je pense qu'il nous entend, donc il pourra Oui, voilà, nous rejoindre au fur et à mesure. ok. J'ai déjà une question qui, de toute façon, enfin, voilà, et surtout pour toi, qui a trait au format de l'installation que tu proposes dans notre espace d'exposition, dans l'espace d'exposition de la Fondation H à Tananarive, avec un amoncellement de nombreuses matières, de nombreux matériaux, en fait, formes assez denses, qui créent une architecture dans laquelle le visiteur est amené à entrer de façon littérale, au sens propre, notamment en se déchaussant et en revêtant une cape, enfin une robe que tu as fait fabriquer. Et donc, ma première question, elle a trait à l'architecture de l'espace. Et en quoi est-ce que cette architecture de l'espace d'exposition nourrit ta réflexion et voire même structure la relation presque spirituelle que tu proposes entre le visiteur et, donc, c'est-à-dire l'être humain, quoi, et l'invisible auquel tu fais appel dans ton projet. Oui. Donc, en fait, l'installation, les feux que vos derniers souffles ravivent, elle part d'abord donc, l'œuvre un peu centrale de l'installation, c'est une vidéo qui, pour être assez synthétique, convoque une assemblée de 5 voix
des voix du passé, des voix du présent et peut-être des voix du futur. Et, euh, et donc, l'idée, c'était de déployer en fait cette assemblée, ce dispositif de parole dans l'espace. Donc, pour moi, en fait, l'architecture, elle est très semblable à comment est organisée la parole lors d'une assemblée. Et notamment, enfin, je me suis, en étant à ce moment-là en résidence à Madagascar, en discutant un peu avec toute l'équipe qui a été très généreuse au niveau d'une forme de transmission aussi autour de la culture malgache. Je me suis intéressée à la structure du Kabar, donc qui est l'espace politique dans lequel le peuple se retrouve pour discuter des faits de la cité. Donc pour moi, en fait, c'était très lié au Kabar aussi, qui est une forme qu'on retrouve aux Comores. Et quelque part, dans le DB, hein, qui est ce que j'interroge, qui est au cœur du travail, et le DB, c'est une cérémonie qui était exclusivement féminine, qui a eu lieu à partir la moitié du 19e siècle jusque dans les années 50 aux Comores, en Grande Comore spécifiquement, et dans deux villes, Moroni et Mitsamiouli. Il s'agit en fait d'une cérémonie où les femmes se retrouvaient le soir au clair de lune sur des petites places publiques. Et par le chant, en fait, et la danse, elles dénonçaient toutes les autorités locales, coloniales, religieuses, essentiellement patriarcales. Et elles exprimaient aussi beaucoup leurs désirs et elles parlaient assez librement de leur sexualité. Donc pour moi, en fait, là, il y avait un point de convergence entre l'espace politique, puisque je l'envisageais comme une parole politique, et en même temps l'espace poétique, puisque en fait, cette parole s'inscrit dans une littérature orale, puisque ce sont des chants. Donc, c'est ce qui m'intéressait au départ. Donc, effectivement, dans l'installation, il y a aussi ce point de convergence. Alors, aussi sur des voix audibles et puis d'autres inaudibles, puisque là, je parle de voix, donc ce serait plutôt de l'ordre de l'audible et de l'inaudible, plus que de la visibilité et de l'invisibilité. Euh, et, euh, et donc, oui, effectivement, il y a l'idée de faire un parallèle aussi entre ces dispositifs de parole qui sont de l'ordre vraiment du politique et ceux aussi qu'on peut retrouver dans nos cultures de l'océan Indien, mais ailleurs aussi. J'imagine que Hyacinthe pourra peut-être nous en parler. euh, de lieux de convocation des ancêtres où le corps aussi devient le messager en fait de voix d'ancêtres. Donc voilà, c'était un peu l'idée de cette architecture. Et effectivement, j'aime bien l'idée que le public, au moment donné où il entre dans l'espace, puisque c'est une installation, devienne acteur en fait de l'installation. Donc d'où le besoin en fait de créer une espèce de passerelle, une frontière, une transition euh, qu'il faut traverser. En fait, il faut traverser l'espace, enlever ses chaussures, retraverser l'espace pour y accéder. Euh, pour moi, ça permet aussi de proposer un état d'être dans le lieu. Donc, ce n'est pas forcément imposé, mais en tout cas, c'est une proposition. Hyacinthe qui nous a rejoint, je crois que tu peux parler maintenant. Est-ce qu'on t'entend? Aïe, 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 on n'entend toujours pas. Hyacinthe, on ne t'entend pas. Normalement, tout devrait être bon. Quelle frustration. Peut-être qu'il faut quitter Ouais, il faudrait essayer. l'ordinateur et faire que sur le téléphone. Ouais. Essaye de tout couper, Hyacinthe, et de te reconnecter. Sur cette question de passerelle, justement, Myriam, je pense que c'est un très beau mot qui illustre assez bien tout le format de ta proposition.
et de l'installation. Justement, tu parles de passerelle. Là, on parle beaucoup de tradition dans tout ce travail. Comment est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu te fais passerelle entre ces traditions qui viennent des Comores, donc que tu as un petit peu aussi réexaminé dans un contexte malgache, mais malgré tout, c'est des traditions fondamentalement comoriennes. Voilà, comment tu transmets, comment tu crées cette passerelle avec le public malgache qui visite ton exposition chaque jour. Ben, bon, d'abord, ça vient de quelque chose de très égoïste, c'est un besoin personnel. C'était de trouver en fait un héritage féministe du côté de la culture comorienne, parce que jusqu'ici, j'avais des références qui étaient très européennes et qui me concernaient moins en fait, finalement. Et donc, en découvrant justement cette cérémonie grâce au travail de l'anthropologue Damir Ben Ali, qui d'ailleurs est une des voix de l'Assemblée que je convoque, je me suis rendu compte que, ben voilà, au 19e siècle, il y avait des femmes qu'on pourrait qualifier de féministes, même si elles ne se qualifieraient pas de cette manière-là, mais avec une liberté de parole qui me semblait tout à fait radicale, en fait. Et j'avais vraiment besoin de situer, en fait, surtout en étant jeune mère à ce moment-là, en me posant beaucoup de questions sur ma position, ma vie de femme. J'avais besoin vraiment de faire référence à ces grands-mères, en fait, à ces grands-mères libres, fortes, puissantes, et en ayant quand même quelque part une volonté de aussi rééquilibrer un peu les forces, puisque j'avais l'impression que souvent ces femmes-là, du point de vue, enfin du regard occidental, étaient toujours qualifiées de soumises ou notamment quand on parle du voile, par exemple, donc soumise, effacée, et ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, j'avais vraiment besoin voilà, de rééquilibrer ces forces-là. Alors, après, ce qui est de l'ordre de comment je transmets ça, comment je travaille ça dans l'installation à Antananarivo, je crois que c'est par aussi les objets que j'utilise. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une forme de... Peut-être que je me trompe hein, et que je m'avance trop, mais je vois qu'il y a Aurore qui est là, la médiatrice, et peut-être qu'elle pourra intervenir aussi. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une forme de compréhension déjà de par le dispositif, qui fait aussi peut-être référence à des dispositifs de parole, on en a parlé tout à l'heure, qui existent à Madagascar et à peu près dans tout l'océan Indien. Et par les objets aussi... utiliser par exemple chaque îlot de parole, chaque voix en fait est amplifiée par un micro en bois, donc une sculpture en bois qui a été fait en bois de rami et qui est un arbre en fait dont on utilise l'essence pour fabriquer de l'encens lors des cérémonies de Chumba, donc qui permet justement d'appeler et de convoquer les ancêtres. Pour moi, en fait, justement, tous ces éléments-là, tels que le bois ou l'eau, sont chargés, en fait, dans nos cultures de fonctions, en fait, de fonctions, de liens, en fait, qui permettent de relier peut-être, justement, un monde du visible, un monde de l'invisible, un monde de l'audible, un monde de l'inaudible. Donc, j'ai l'impression que ça se situait aussi par là, la question de la transmission, et aussi peut-être parce que je faisais référence notamment, enfin, il y a une image d'archive en fait qui est présente dans l'installation, qui est une photo d'un groupe Makoa qui a été prise au début du XXe siècle à Moélie, une des îles de l'archipel des Comores. Et pour moi, c'était important que ce groupe-là soit présent dans l'installation, puisque en fait, c'est donc un groupe ethnique. Ah, super. Ah, vous m'entendez? Bonjour Formidable. Yassin. Ah, bonjour Myriam. Ouf. Oh là là, j'ai dû méditer longtemps là, ici. Hein. Ouais, bienvenue Il fallait que les, officiellement, Hyacinthe. il fallait que les dieux de l'espace m'acceptent. Ce n'était pas le cas. Petite Ça a été très résistance. compliqué.
Mais tout va bien. Bon, Bienvenue. super. Myriam, je te laisse poursuivre et après. Oui, donc oui, je parlais des Makua, et en fait, qui est une ethnie qui vient de l'Afrique du Sud-Est, donc plutôt Mozambique, Tanzanie aujourd'hui, et qui a été déportée pour être mise en esclavage dans toutes les îles de l'océan Indien. Donc en fait, on retrouve en fait des Makua à Madagascar, aux Comores, à La Réunion. Quasi dans tout l'océan Indien. Et puis l'idée, c'était pour moi aussi de questionner peut-être cet héritage-là. Enfin, c'était une porte, en fait, c'était une porte à ouvrir. Même si c'est pas tant ça que je développe dans l'installation qui concerne davantage le DB et la question d'une parole féministe aux Comores. Mais il y avait cette idée aussi d'interroger justement l'héritage qu'on avait en commun, en fait, par cette ethnie Makua. Mm. Et c'est ce qui crée le lien, pardon, entre effectivement les traditions que tu évoques et puis le lieu où tu les présentes, le public auquel tu le présentes. Ouais. Absolument. Oui. Hyacinthe, du coup, je vais revenir en arrière, mais il y a ma première question, j'aurais beaucoup aimé que tu y répondes. Elle portait sur l'architecture de l'espace, enfin l'architecture de l'installation que tu proposes Oui, à Paris, dans l'espace de la Fondation H à Paris. oui. Et de quelle façon cette architecture structure la relation finalement presque spirituelle que tu mets en place entre le visiteur de l'exposition, donc l'être humain, et l'invisible, les traditions que tu invoques. Alors, ben, tout d'abord, mes excuses, hein, je suis désolé parce que merci en tout cas de finalement que ça marche, qu'on puisse finalement s'entendre et s'écouter. Et puis merci à Myriam parce que j'ai pas tout écouté. Malheureusement, j'ai pris ça un peu en cours, son intervention et tout. Donc, ben, en tout cas, moi, dans l'installation à la Fondation H, l'idée, c'était de pouvoir créer un lien entre le réel et l'imaginaire, en fait, en permanence. C'est-à-dire que je voulais simplement que le public se rappelle de ça, du fait qu'on est toujours connecté entre ici et quelque part. Que, en fait, ici c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on vit, mais il y a ce qu'on ne respire pas et ce qu'on ne vit pas. Et donc, se projeter sur l'autre lieu qui n'est pas palpable, mais qui est, voilà, qui n'est pas forcément du commun des mortels, mais qui est un lieu qui appartient à autrui, qui appartient à finalement, à notre destin commun, c'est être enfoui dans l'esprit des éléments, l'esprit de la forêt, l'esprit de l'eau, l'esprit de tout. Et donc, aller dépasser, en fait, vers un dépassement finalement de l'humain, en fait. Donc, je voulais que constamment dans ma pratique, c'est ce que j'implore, c'est ce que j'évoque en permanence, c'est le dépassement de l'humain, en fait. C'est-à-dire que ce que nous faisons est plus vieux que nous-mêmes, en fait. L'art que nous faisons, dit l'art au sens premier du terme, est plus âgé que nous. Nous sommes beaucoup plus jeunes que l'art que nous faisons. On est des enfants. Et donc, nous devons respect et considération par rapport à ce fétiche-là qui nous est donné, qui n'est pas facile à entretenir, en fait. Voilà. Et donc, je voulais simplement que le visiteur se rappelle permanemment de cette existence, quelque part, comme une quête de soi, une quête, voilà, une quête, quoi, qui est d'ordre qui est liée à notre humanité, et comme si on partait dans une forêt pour chasser quelque chose qui nous oblige à entendre le silence, en fait, de quêter à écouter. Voilà. Et ça passe du coup dans ton installation, j'imagine, par à la fois la référence à la Toguna, donc à cette cabane qui nous accueille à l'entrée de l'exposition. Vraiment littéralement, c'est pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, c'est vraiment littéralement une cabane, une structure en fait qui est créée dans l'espace. Et aussi, j'imagine, le sous-sol avec les références à ton histoire familiale et l'histoire du Burkina Faso. C'est une autre question que j'avais pour vous deux, et un autre très commun qui nous a beaucoup interrogés au sein de l'équipe. C'était la façon dont, dans les deux cas, vous avez vraiment entremêlé votre histoire personnelle
et des histoires en fait, de tradition, des histoires anciennes auxquelles vous faites référence. Donc toi, Hyacinthe, effectivement, il y a même des photos de toi, enfant, dans l'installation. Il y a des documents d'archives très personnels de ta mère et de ta grand-mère. Et Myriam, toi, tu t'intègres carrément dans un des 5 voix que tu invoques dans l'exposition. L'une d'elles est l'héritière, c'est toi, c'est ton fils. Comment est-ce que vous... Voilà, ce hasard-là nous a émus. Comment est-ce que c'est le rôle de l'artiste nécessairement de s'intégrer à titre personnel dans des œuvres aussi spirituelles, ou est-ce que c'est propre à vos pratiques respectives? Je sais pas, on commence par. Je peux parler? Vas-y, vas-y, bien sûr. Voilà, donc moi je trouve il y a quelque chose d'important en tout cas dans ce que moi j'ai montré, c'est une chance, c'est une vraie chance d'avoir pu montrer ça à la Fondation H. C'est-à-dire que moi je pars du principe que ce que je fais va appartenir à d'autres personnes. Donc j'ai voulu réintégrer ma mère, ma grand-mère, et en fait, finalement, à qui j'appartiens aussi, à qui j'ai appartenu quand j'étais enfant, que j'ai vu dessiner avec les layette et tout. Donc, je trouvais que l'art, pour moi, c'est une forme de méditation constante au fait que nous sommes des éphémères. Donc, comme nous sommes des éphémères, nous devrons rendre à cette nature qui nous a hébergés pendant tant d'années, qui nous reçoit en son sein, et en tant qu'être humain, tout simplement. Maintenant, nous avons la chance de porter la parole qui n'est pas la parole humiliée auprès du public. Donc, c'est-à-dire que parler devient quelque chose qui disparaît en lui-même comme quelque chose d'immatériel. Donc finalement, nous sommes une harmonie célestiale. Nous allons tous être dilués à quelque chose. Donc maintenant, l'intime, c'est aussi le rôle de l'art, de montrer que l'artiste aussi a ses fragilités. L'artiste, c'est aussi l'humain qui est aussi, voilà, comme tout le monde, qui a ses doutes. Donc le doute fait partie de l'artiste, la fragilité et puis la peur. Et donc, la peur aussi, c'est aussi tout ça, c'est la création qui nous invoque ça. Donc, on a peur, on doute, on hésite. En même temps, moi, j'ai mis 15 ans avant de montrer ce travail-là. Voilà, donc, tellement j'arrivais pas à le montrer parce que ça touche à mon histoire personnelle. Et c'était tellement émouvant de le montrer là. Et j'attendais l'occasion ultime, je ne savais pas laquelle, mais là, je trouvais que c'était celle-là ou jamais pour parler de ce qui m'a toujours habité. Et pendant tout petit, donc durant aussi hommage quelque part à ma maman. Et puis à travers ma mère, je rends hommage à toutes les figures de la mère, en fait. C'est-à-dire à travers ma mère, je rends hommage à toutes les mères, quelque part. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'était la clé pour moi de rentrer dans l'entraille même du cosmos comme ça, en acceptant de montrer et puis en faisant en sorte que les autres m'acceptent en tant qu'humain qualitatif, avec ses défauts, tous ses peurs, ses doutes, quoi. Voilà. Donc, il y a un rapport presque universel, en fait. Voilà. Voilà. Est-ce que Myriam, pour toi, c'est la même chose, ou est-ce que c'est profondément personnel, cet héritage dont tu parles? Ah, on t'entend pas. Pardon. Désactiver mon micro. Je crois que ça part de quelque chose d'abord de profondément personnel et puis surtout que ça arrivait aussi dans le processus de création, c'est-à-dire que la première fois que je suis allée aux Comores dans le but de faire une enquête autour du DB et de tenter de retrouver en fait des femmes qui auraient été témoins de ces cérémonies-là ou qui auraient participé à ces cérémonies-là en tant que chanteuse. J'ai rien trouvé. Voilà, j'ai passé un mois aux Comores et j'ai trouvé aucune piste. Donc pour moi, en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que la question de la convocation, bah, elle devenait nécessaire. Et donc la vidéo, elle commence par, enfin, la vidéo, c'est un cheminement la nuit dans la Médina de Moroni. Et je me suis dit, bon ben, je ne les ai pas trouvées en chair et en os, mais je vais les trouver autrement. Et donc, pour moi, déjà, il y avait l'idée de m'imaginer refaire peut-être ce chemin qu'elle faisait pour aller rejoindre une place publique et chanter le DB.
La vidéo, c'est ça, c'est cette déambulation dans la Médina pour rejoindre en fait une assemblée où peut-être je les retrouverai. Et donc l'idée de la convocation, elle devenait vraiment nécessaire et elle arrivait comme ça dans le processus de création. Ensuite, je pense que comme en fait la chanson, elle s'adresse à une des chansons en fait qui a été retranscrite par Damir Ben Ali et que j'ai utilisée dans l'assemblée que je convoque pour la voix des fantômes, des chanteuses du chœur de chanteuses de DB. C'est une chanson en fait qui parle aussi qui a une fonction de transmission puisque c'est une femme qui parle à son enfant. Et donc, pour moi, quelque part, c'était une manière aussi de créer aussi ce lien entre moi et elle, entre ces femmes que je considère comme mes grands-mères et moi, et donc de dire, bah, en fait, j'ai entendu ce que vous dites et j'y réponds en fait. Et j'y réponds aussi en pensant à comment je vais fabriquer mon propre DB qui est pas encore tout à fait réalisé, mais c'était justement une façon d'entrer en fait dans ce processus-là. Et pour ça, il fallait que ça passe d'abord par moi. Après, j'espère que si ça fonctionne, ça ne me concerne pas que moi. Et puis des retours que j'ai eus du public et notamment de pas mal de femmes, justement, j'ai senti que ça résonnait. Ça résonnait. Après, l'idée, justement, c'est dans le développement du travail, c'est peut-être justement d'ajouter des voix au statut d'héritière, que ce ne soit pas juste la mienne. Justement, tu parles de voix, de chansons. C'est vraiment un autre sujet qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui avec vous deux, et notamment à travers la performance. Dans les deux cas, vous avez décidé de travailler en parallèle de votre installation sur une performance que vous avez développée vraiment pour ce projet-là. Et dans les deux cas, la performance est intimement liée à l'oralité, au chant presque en partie. Alors, toi, Myriam, à travers une comptine, enfin notamment une comptine malgache bien connue que tu as chantée pendant la performance, et toi, Hyacinthe, par ces mots, ces sons que tu vas peut-être pouvoir nous décrire, que tu as aussi évoqué samedi lors de ta performance. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette oralité-là, en dialogue bien sûr avec les oralités, les traditions orales de ce qui se passe dans les Toguna en Afrique de l'Ouest et ce qui se passe dans le DB comorien, qui sont des traditions purement basées sur l'oral, en fait, sur l'oralité. Comment est-ce que vous les transmettez ou quelle place ça a? Peut-être Hyacinthe, toi, tu veux nous expliquer un petit peu la place du son, du chant dans ta Tout à fait. performance? Tout à fait. Alors, c'est important dans la mesure où la parole a toujours été dans les villages, au clair de lune, le moyen de communication, le moyen de véhiculer un message à travers le plus large public. Donc, ici, il y a une forme d'incantation, une parole qui est reçue, transmise par des invisibles. Donc, en fait, il y a, dans ce que je disais, ça disait simplement que suite à l'œuvre commune, ça traduisait ceci: si nous mettons tout ceci dans un même lieu, regardez ce que ça va donner ensemble. En fait, l'idée, c'est de mettre ensemble quelque chose à travers cette œuvre commune qui est au pied du mur des offrandes. Donc, ensemble, chacun apporte un bout de tissu. Donc, imaginez ceci, c'est comme une voix qui parle dans un arbre qu'on ne voit pas, en fait. Donc, on a toujours eu cet imaginaire dans les villages lointains où on a l'arbre qui parle la nuit, on a à une certaine heure, lors des cérémonies qui ne sont pas vues par des enfants, on a aussi certains rituels qui ne sont pas vus au petit matin. Donc, nous sommes, en fait, la performance reprend, moi en tout cas, pour mon cas, j'essaie d'être en connexion avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, qui étaient comme des actes performatifs, en fait, quelque part. Donc, on a souvent des messages qui sont véhiculés par des inconnus
dans un village pour parler d'une situation dramatique ou heureuse à l'époque, comme il y avait pas de communication, il n'y avait pas de moyen de communication. Le seul moyen, c'était de parler en faisant le tour du village. Donc, moi, mon enfance a été bercée par tout ça. Donc, c'est la parole, en fait. La parole, c'est l'acte qui honore l'humain, en fait, l'acte qui remplace un document officiel, qui remplace un tampon, qui remplace tout, en fait. Donc, moi, je viens de cette tradition-là. Et la parole, elle est d'autant plus importante. Donc, pour moi, c'est comme une sorte de performance, tout ce que j'ai vécu. Et donc, on a souvent entendu dans certains villages des personnes qui parlaient sans qu'on les voie. On n'a jamais compris pourquoi on ne les voyait pas. On n'a jamais su expliquer. On a toujours dit que ça fait partie d'une ouverture qui ne s'ouvre pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps qu'on a la chance d'avoir des voix invisibles. Donc voilà. Donc ça, on peut les avoir entendues une fois tous les 100 ans. Il y a des moments où on les entend, il y a des moments où on ne les entend pas. Voilà les explications qu'on nous a données. Et c'est ça que tu as amené au public parisien samedi dernier? Voilà, Ces voix-là voilà que tu as transmises? c'est ce que j'ai amené au public parisien. Voilà, parce que j'ai eu la chance à un moment donné, bon, il y a une trentaine d'années, hein, d'entendre ces personnes parler sans qu'on les voit. Voilà. Et bon, après, ça disparaît, ça revient peut-être, ça reviendra peut-être plus, hein. Et toi, Voilà. Myriam, ton rapport à la... Donc là, il y a une forme de... Il y a un rapport à la spiritualité, presque à la croyance, même si c'est un mot très fort, particulièrement établi dans ce que nous dit Hyacinthe. Est-ce que pour toi, c'est la même transmission de l'incantation de la voix dans ton travail de performatif? Ouais, je pense que c'est plus lié justement à cette question de comment on archive, comment on conserve ou comment justement on ne conserve pas pour que ça reste vivant. Et justement, comme on faisait tout à l'heure référence aux traditions orales, en fait, dont on est, en tout cas, Hyacinthe et moi, j'imagine, tous les deux issus. euh, l'histoire ne s'écrit pas, l'histoire se chante, se transmet de bouche à oreille, en fait. Donc, c'est une manière de d'écrire l'histoire qui est toujours vivante et qui passe par quelque chose de très sensoriel. Et puis après, dans d'autres travaux, je me suis beaucoup intéressée aussi au pouvoir de la voix, en fait, et ce qu'elle a peut-être c'est déjà de la musique, en fait, une voix, parce qu'il y a un timbre et un rythme. Euh, et donc, quelque part, même si, enfin, c'est déjà du chant, même si c'est parlé. Et quand j'ai travaillé d'ailleurs sur une œuvre qui s'appelle Orchestre Vide, en collaboration avec Loan Kelland Saint-Pern, que je vois ici présent, j'étais retombée sur une citation de Deleuze qui disait dans l'abécédaire, à la lettre P comme professeur, qui disait le philosophe, c'est un peu comme un artiste, c'est quelqu'un qui a une vocalisation de ses concepts, donc il crée un style. Et donc, quelque part, ma question, c'était de me demander, est-ce qu'il n'y a pas une information qu'on aurait en plus quand on entend le concept plutôt que quand on le lit? Et donc, c'était pour moi, quelque part, dans la voix, il y a une information en plus qu'il n'y a pas dans l'écrit. Et comme souvent, en tout cas, dans mon éducation, à l'éducation nationale française, etc., on a souvent, j'ai eu l'impression qu'on confrontait, en fait, les sociétés de l'écrit aux aux civilisations orales, les civilisations de l'écrit et les civilisations orales, comme si, en fait, c'était lié à une évolution. Euh, pour moi aussi, c'était essayer de rétablir ça. En fait, c'est pas forcément il y a une évolution, c'est pas du tout ça, puisque justement, quelque part, pour moi, il y a aussi, voilà, dans la transmission orale, puisque le chant, là, en tout cas, en ce qui concerne le DB, mais d'autres choses, en fait, l'histoire est vraiment chantée et transmise par le chant, souvent, très souvent, ou par le conte. Et, euh, et donc, pour moi, c'était augmenté de quelque chose qu'il n'y a pas dans l'écriture.
Et puis parce qu'il y a la charge du corps aussi. Après, on va peut-être venir sur la question du corps. Et puis tu parlais des performances. On a tous les deux choisi de faire des performances. Donc il y a un corps, enfin le corps dans l'espace. Et quelque part, le corps, c'est déjà en soi une archive. On est déjà des archives vivantes. On est chargé d'histoires, de couleurs, d'odeurs, d'expériences. Et quand on arrive dans un espace, on arrive avec tout ça. Donc, pour moi, je pense aussi qu'il y a quelque part une forme de toute façon de transformation en fait de l'espace quand on arrive, puisque c'est lié aussi à nos énergies. Donc, voilà, la parole et le chant, pour moi, c'était vraiment voilà, cette question justement de décrire l'histoire et de continuer cette tradition orale d'une manière de transmettre l'histoire. Ouais. Et qui, de toute façon, nous implique forcément, puisque nous devons dire, nous devons chanter, nous devons raconter, ou nous devons recevoir, écouter, etc. Voilà, c'était un peu ça qui m'intéressait. Après, pour le chant, donc la berceuse au patriarcat, donc qui est en fait une œuvre qui est une citation à une œuvre de Johann Kelland Saint-Pern. Il s'agissait justement de par le chant, de voir si c'était si il y avait un pouvoir, si le chant a un pouvoir aussi et peut éteindre. C'est un peu aussi là quelque chose d'un peu sorcier peut-être, mais est-ce qu'on peut déjà, en chantant une berceuse au patriarcat, est-ce qu'on peut réussir à l'endormir? Mm. Absolument. Tu parlais, pour rebondir sur ce que tu disais sur la transformation de l'espace par le corps et donc par la performance dans vos deux cas, c'est évidemment une question centrale de vos propositions. Pour vous deux, en fait, vous avez vraiment intégré votre corps, mais aussi celui du public dans vos performances. Euh, Toi, Myriam, en proposant, en invitant le public à participer à une cérémonie, vraiment au sens propre, dans les deux performances qui ont marqué le début de l'exposition. Et puis toi, Hyacinthe, en proposant au public tout au long de l'exposition, pendant les 2 mois et demi qui a duré l'exposition, de faire une offrande, en fait, de déposer un morceau de tissu qui nous est propre, qui nous tient à cœur pour différentes raisons, que tu as retravaillé que par la souture, comme tu l'as fait pour le reste de ton installation, et que tu as réoffert au public la semaine dernière. Donc voilà, je voulais vous poser la question de la transformation de l'espace à travers le corps, le vôtre, mais aussi peut-être principalement celui du public. Comment est-ce que cette transformation-là se fait au sens propre ou voilà, moins propre, disons? Bon, en tout cas, si je me permets, moi je voyais ça comme une sorte de mise en danger, en fait, dans un espace donné, in situ surtout. Faire une œuvre sur place, c'est comme si on se mettait en danger quelque part. Donc, qui expose s'expose. Donc, je voulais pousser cette idée jusqu'au bout en me mettant en scène, en m'absentant, tout en me montrant, en fait. Parce que quand on est sur scène, on est absent, mais présent. Donc, il y a cette présence, absence, cette dualité. Donc, on est dans un autre corps. On est face à un public, on est autre. Donc, cette sensation qui ne dure pas beaucoup, et, et donc, je voulais absolument que le public aussi, partager ça avec le public, cette énergie qui crée le lien du début jusqu'à la fin, à savoir poser cet acte d'offrande avec ces bouts de tissu que maintenant, moi, ce que j'aime dans l'idée de la performance, c'est l'absence de répétition, de préparation, c'est d'être dans un acte éphémère, concret, et après, qui ne revient plus, quoi. Donc, on a effectivement, comme ce que Myriam disait, cet archivage qui est lié au corps, donc quelque chose qui ne revient plus, comme une sorte d'empreinte, en fait, du passé. Et donc, voilà, maintenant, ça appartient au passé, ça rentre dans une sorte de banque céleste. Pour moi, c'est parti dans une banque céleste, ça n'existe plus, mais ça existe quelque part. Donc, maintenant, même les images ne peuvent plus retranscrire ça. Il n'y a que les personnes qui étaient présentes qui peuvent en parler mieux que moi-même. Parce que les images ne peuvent pas retranscrire, parce que moi-même, je ne l'ai pas vu, cette performance en réalité. parce que voilà.
voilà, je n'ai absolument rien vu. Mais c'est ça que de toute façon, c'est pas important que je le vois. L'idée, c'était de transmettre cette vibration corporelle comme une écriture visuelle, quelque part, créer l'art à travers plusieurs supports, plusieurs médias, et comme quoi finalement la création, ça peut être la parole, c'est le corps, c'est le visuel, c'est le sensoriel, c'est tout ça, toute cette unité-là qui forme une seule entité, quoi. Voilà, c'est ça c'était ça mon idée. Et toi, Myriam, peut-être est-ce que tu peux compléter avec dans ton cas, comment est-ce que la performance en intégrant le public de façon aussi directe? Mm. Alors, je crois qu'il y a un peu deux niveaux. Il y a d'abord le premier niveau qui est la cérémonie. Donc, et en fait, je fais exprès de choisir ce mot-là parce que justement, je me suis posé la question de la dimension performative des cérémonies en fait aux Comores et qui pour moi a été, enfin, qui pourrait être tout à fait qualifié d'art contemporain, même si c'est pas le but hein, ni l'objet, mais je les voyais comme ça et donc quelque part, je me suis dit que plutôt que de dire performance, ce qui m'intéressait, c'était parce que le rituel de toute façon, il existe partout, nous en avons besoin et il existe aussi dans l'histoire de l'art. Donc voilà, finalement, le terme qui me convenait le mieux et qui me semblait le plus juste, c'était celui qui renvoyait au cérémoniel. Et l'idée, c'est d'activer l'installation, c'est-à-dire qu'il y a un temps où elle n'est pas encore chargée et il y a un temps où on va la charger. On la charge à l'inauguration de l'exposition. Et donc, c'est à ce moment-là que parce qu'il y a des contenants d'eau pour chaque voie, donc c'est à ce moment-là que je remplis chaque contenant d'eau, que j'ai demandé en fait à chaque personne du public j'ai donné à chaque personne du public une bouteille d'eau en leur proposant d'être gardien de l'eau. Et ensuite, lors de la performance, je viens récupérer chaque bouteille et j'abreuve en fait les voix avec. Et d'ailleurs, il y a des choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé quand j'ai eu des retours du public. Par exemple, il y a une jeune femme qui est venue me voir et qui m'a dit, mais en fait, vous avez mis ma bouteille dans la voie des fantômes et ça m'a bouleversée parce que ça m'évoque ma grand-mère avec qui j'avais un lien très fort et auquel je pense beaucoup en ce moment, justement. Et en fait, moi, je n'avais pas du tout pensé à ça au départ. À quel endroit, en fait, chaque bouteille de chaque personne qui est dans la cérémonie, enfin, quelle voix elles vont abreuver, en fait. Et donc, du coup, quelque part, en fait, sans que je m'en rende compte, il y avait déjà la participation du public à ce moment-là. C'est-à-dire, et finalement, ils abreuvaient aussi avec moi les voix. Et, et ce n'était pas forcément les mêmes, puisqu'il y avait l'anthropologue, les fantômes, l'héritière, l'homme qui interroge et l'être monde. Donc ça, c'était le premier niveau en fait pour moi d'engagement en fait du public dans l'installation. Et le second, ben, c'est plutôt sur la durée en fait de l'exposition où ben, il y a ce geste déjà d'inviter chaque personne à se déchausser pour entrer dans l'installation, de se vêtir en fait d'une espèce de kimono en fait qui est fait dans un tissu qui est le même qu'il y a sur les broderies en fait sur les dessins en fait des personnages qui recouvrent en fait tous les murs de l'installation. Et en fait, ces dessins-là sont parce qu'en fait, ma pratique du dessin, c'est une pratique d'écriture en fait de gestes et de gestes qui activent des objets qui vont être des installations. Mais il y a toujours, quand je fabrique des objets, je les pense toujours par rapport au corps et par rapport à une présence et comment il pourrait être activé, comment on va pouvoir jouer avec, agencer les choses, mais c'est toujours lié au corps en fait. Et donc ces personnages qui sont brodés et qui entourent en fait la salle d'exposition, ce sont comme des partitions ou des récits de ce que des personnes auraient pu faire
ou pourrait faire ou ont fait dans cet espace-là de l'Assemblée, en fait. Et quelque part, ça, pour moi, le fait qu'ils portent les mêmes vêtements, les personnages brodés et le public, ça crée un espèce de parallèle, en fait. Et ils deviennent à ce moment-là aussi acteurs euh, et pour moi, je veux dire, je les regarde aussi comme des personnes faisant partie prenante en fait de cette assemblée-là. Et puis à la fin aussi là je reviens sur la cérémonie, mais à la fin de la cérémonie, j'allais voir chaque personne et je disais euh, voilà, maintenant nous pouvons l'assemblée est maintenant ouverte. Et quelque part, pour moi, c'était aussi voilà, il y a eu cette assemblée que j'ai convoquée et j'aimerais la prolonger avec vous. Et qu'est-ce qu'on a à dire justement par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qu'on aurait en commun à se dire Voilà. Mm. Alors justement, là-dessus, je vais inviter les gens qui nous écoutent à réfléchir ou à poser une question dans la boîte de discussion. Voilà, vous pouvez poser des questions si vous en avez. Je les lirai aux artistes. En attendant, moi justement, j'ai une question précisément là-dessus. Vous mettez tous les deux en fait en lumière ces traditions orales qui vous sont propres, avec dans les deux cas une forme de distance, parce qu'en fait, Myriam, tu n'es pas aux Comores, tu as proposé ce dialogue-là à Madagascar, et toi, Hyacinthe, tu n'es pas au Burkina, tu n'es pas en Afrique de l'Ouest, et tu as proposé ça en France. Ce que je trouve intéressant ouais, comme distance, vraiment. Est-ce que dans les deux cas, il s'agit de... Et en plus, il s'agit de traditions dans les deux cas qui sont des traditions qui sont l'apanage de personnes âgées, voire disparues, enfin, qui sont des traditions qui sont en cours de perdition, peut-être, possiblement. Est-ce que vous, Ouais. en tant qu'artiste, l'un des objectifs, l'un des volontés à travers vos projets sont de les transmettre? Comment est-ce que vous pensez cette transmission, en fait? Vous nous avez parlé un petit peu du rapport avec le public, mais est-ce que c'est ça votre rôle? Est-ce que c'est le rôle que vous vous allouez, ou est-ce que c'est tout autre? Ce serait tout autre. En tout cas, ben, moi, je suis content de cette question parce que c'est vrai euh, je suis pas au Burkina, mais en même temps, c'est comme si j'étais au Burkina parce que euh, ça me fait penser à quelqu'un avec qui je parlais. Et je lui dis, mais est-ce que tu vas au Burkina? Il me dit, mais je suis au Burkina en fait. Il me dit, mais tu es au Burkina? Parce que si tu n'es pas au Burkina, tu ne peux pas faire ce que tu fais en France. Et ça me fait penser à ça. Et effectivement, il a raison parce que dans la mesure où ce nulle part ailleurs nous suit en fait. Moi, personnellement, je trouve que nous sommes des dépositaires, nous sommes dans une forme de mission de transmettre et comme si nous sommes on avait été choisis quelque part on a reçu un appel, en tout cas. Moi, je reçois ça comme un appel de la nature, hein, d'où la non-réponse à pourquoi on le fait. Donc, je pense que nous sommes des récepteurs et des transmetteurs. Donc, on a été à un moment donné, à quelque part dans la vie, on a reçu quelque chose et maintenant, comme si on a été choisi et pour déposer ça quelque part, où que nous soyons. Donc, je pense que c'est un appel. C'est un appel de notre continent, un appel des ancêtres. C'est un appel, c'est une manifestation de tout ce langage polysémique-là qui est en train de se réaliser quelque part. Et donc, on a tout le monde avec nous, tous ceux qui ne sont pas là, toutes les personnes, malheureusement, comme on dit, sur le continent africain, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, la tradition orale ne s'écrit pas, elle se transmet verbalement, elle se transmet quoi qu'il arrive, parce que il a fallu de pas de grandes choses, en fait, pour mon cas, pour être saisi par tout ça. Donc, ça veut dire que en si peu de temps, en très peu de temps, j'ai été appelé. Donc, je pense que quelque part, des gens aussi vont être appelés autour de nous, que ce soit du côté de Myriam, voilà. Donc, il y a toujours, je pense, je crois en ça.
Et je crois à cette continuité, justement la force de la continuité et d'où est fait notre univers en fait, quelque part. Donc cette tradition, nous sommes en mission quelque part, nous sommes les missionnaires. Et le lieu d'exposition, alors, serait un lieu sensible, convenable pour cette transmission-là, pour la communion. Myriam, tu as dit le mot communion tout à l'heure. On a beaucoup parlé de cérémonie, évidemment. Mais donc, le lieu d'exposition serait un lieu recevable pour cette transmission-là, alors. C'est pour Hyacinthe ou c'est pour moi ou c'est... Je ne sais pas, Toi, oui, je pense. pourquoi peut-être, ouais. Comme... Ouais. Je sais pas, enfin, moi, je l'envisage pas trop comme ça et je suis pas sûre d'ailleurs que le lieu d'exposition soit le bon lieu en vrai. Je suis pas sûre que ça fonctionne réellement. J'ai envie d'y croire hein, beaucoup, mais euh, je veux dire, par exemple, enfin, il y a certaines pièces que j'ai faites, que j'ai eu la chance de pouvoir faire aux Comores. Et je trouvais qu'elles avaient, alors là, pour le coup, qu'elles avaient retrouvé vraiment une valeur effective. Je m'interroge beaucoup sur la question effective, en fait, de ce qu'on fabrique, mais pas que dans la transmission, enfin, la réception sensible, mais aussi politique, en fait. Comment, à un moment donné, est-ce que ça sera, est-ce que ça pourrait être en capacité de changer vraiment, en fait, les sociétés et nos communautés. Et moi, comme je m'intéresse à des paroles de femmes, en fait, qui ont été très peu entendues aux Comores et ailleurs, d'ailleurs, et qui sont vraiment extrêmement radicales hein, au niveau de la manière dont elles s'emparent de leur sexualité, de la manière dont elles parlent des hommes et des autorités patriarcales. Et quelque part, pour moi, en fait, là, un premier développement, un premier mouvement, mais c'est pas fini et c'est pas encore effectif, justement. Après, je sais pas si c'est dans mon rôle, j'en ai envie, hein, j'ai envie d'arriver à une forme d'art qui soit plus effectif, en fait, mais pour l'instant, je n'y suis pas encore. Et tu pourrais atteindre ça, par quel biais, en fait? C'est par la performance, justement, par un travail sur la performance, par quel Ouais, biais? c'est ça. Mmh. Ouais, parce que l'idée, justement, là, la première, en fait, l'installation qui est présentée à Tana, c'est quelque part, c'est la restitution, en fait, du premier mouvement, en fait, du premier élan. Et pour moi, l'idée, c'est de tenter de réactiver ces cérémonies-là avec des voix d'aujourd'hui, justement, comme elles faisaient, en fait, comme ces femmes faisaient mais avec des paroles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait à dire? Qu'est-ce qu'on chanterait aujourd'hui en tant que femme aux Comores ou ailleurs? Et, euh, et voilà, donc quelque part, pour moi, ça doit vraiment, à un moment donné, être se poser dans le lieu de la cité, quoi. Mmh. Voilà. Mais voilà, ça dépend vraiment des contextes, en fait. Mmh. OK. Une dernière, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions particulières de la part du public. Moi, j'ai du coup peut-être une dernière question sur un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué jusqu'ici. Enfin, à peine évoqué, ce sont les matières. Donc, on s'éloigne un peu de l'oralité, mais je crois que ça y a très malgré tout. Les matières que vous utilisez tous les deux dans vos projets, le tissu, mais pas que, en fait, pour Hyacinthe, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses dans ton installation. Et toi, Myriam, le tissu aussi, le bois, l'eau. Hyacinthe, le papier, la toile, la peinture aussi. En fait, beaucoup de matières vivantes, pour ainsi dire, naturelles presque, en grande partie. Est-ce que ça a un lien avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Quelle place ont ces matières dans vos recherches? En tout cas, pour moi personnellement, c'est des matières qui sont proches de notre quotidien, de l'humain, tout simplement, qui sont très voisins, qui côtoient l'homme en permanence. Le tissu, hein, de prime abord, pour moi, c'est comme ça a toujours été pour moi comme
quelque chose d'infiniment exploitable, en fait. Je pense que jusqu'à ce que le monde s'arrête, les tissus va rester quelque chose d'assez emblématique lié à ce corps, à cette seconde zone, cette seconde peau, forcément, parce que ça colle à l'homme, en fait, ça colle à la peau quelque part. C'est comme un compagnon, quelque chose qu'on peut pas, dont on ne peut pas s'éloigner forcément. Et donc, il y a ça. Et donc, je trouve beaucoup de poésie, en fait, dans cette matière. Il y a, euh, c'est l'une des matières qui me permet d'être dans une forme infinie d'écriture. Voilà, en fait, c'est ça. Je pense que euh, c'est une forme infinie d'écriture, en fait. Donc, tout ce qui est infini m'intéresse parce que je me dis, pendant un siècle, on ne peut pas faire quelque chose, et donc on va devoir léguer ça à quelque chose, quelqu'un d'autre, ça prendra une autre place, et l'exploitation de cette matière va être encore autre. Et j'arrive pas à le définir avec les mots, mais je trouve il y a une vraie sensation, un vrai besoin d'explorer cette matière, voilà, parce que c'est une obsession, hein, qui n'a pas forcément sa réponse. Donc, après, se rattache au bois, parce que le bois, pour moi, c'est ce côté rigide qui peut faire forcément côtoyer la matière beaucoup plus molle et après qui est transformable. Donc après, on a j'aime bien apposer différents matériaux fragiles, rigides, moins fragiles, et, et dans les résultats, parce que ça va forcément produire des résultats différents, à savoir où quand on appose une chose, posée à côté d'une autre chose qui est différente, qui n'a pas les mêmes aspects. Et donc, voilà, ça, c'est dans mon intention d'artiste de toujours chercher à opposer des matériaux différents qui ne sont pas forcément appelés pour être ensemble. Voilà, ça, c'est mon idée quoi, de départ quand je cherche des sujets. Et bon, après, on tourne toujours autour quasiment du même matériau, mais tout se répond quelque part. Le papier peut répondre à, le bois peut répondre, trouver un répondant dans le tissu et inversement. Et puis, il y a toujours ce côté fragilité, ce côté vivant, et voilà, qui est chargé émotionnellement, qui me parle en fait. Donc, c'est une matière communicatrice. Mm. Myriam, Mm. peut-être, sur les matières? Juste pour rebondir sur ce que dit Hyacinthe, et je crois que c'est ce qu'on a un peu en commun aussi, même si concrètement, ça ne prend pas forcément les mêmes formes. Mais justement, enfin, moi, en tout cas, je me suis posé la question à un moment donné dans mon parcours d'étudiante en école d'art de continuer ou pas. Et j'ai fait une année sabbatique parce que je voulais devenir, j'avais besoin de réfléchir. Je me disais, en fait, j'ai peut-être envie de devenir tisserande. Et donc, j'aimais beaucoup vraiment la question du tissage. Et je crois que c'est assez proche de ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la parole. Là, tu l'as dit tout à l'heure, Hyacinthe, c'est une forme d'écriture. Et voilà, donc cet entremêlement. Après, finalement, j'ai continué l'école d'art parce que je me suis dit que ce qui m'intéressait, c'est davantage de quoi est chargé ce geste-là. Le tissage plutôt que, mais je me considère vraiment plus comme une tisserande, quoi, dans ce que je fabrique, à entremêler les choses. Et donc, oui, effectivement, il y a énormément enfin, je travaille aussi pas mal avec le textile. Donc là, effectivement, il n'y en a pas tant que ça finalement, mais en tout cas, tout l'espace est recouvert. Et pour moi, c'était important de recouvrir l'espace euh, pour créer aussi une autre énergie, en fait. Et puis, il y avait l'idée de la nuit aussi, créer la nuit, quoi, fabriquer une nuit. Et, euh, et après, pour le reste, en fait, ben, c'est un peu comme la fonction des corps dont on parlait tout à l'heure dans la dimension performative ou de la relation au public qui devient acteur, en fait, aussi de l'installation. Euh, pour moi, en fait, tous les éléments sont forcément chargés. Ils sont aussi des formes d'archives, en fait. L'eau archive, le bois archive, le corps archive. Et voilà, et travailler avec tous ces éléments. Et le tissu est une manière d'écrire, en fait.
moi, je passais par la broderie, mais c'est une manière d'écrire comme je pense Hyacinthe. J'ai pas eu la chance de voir l'exposition, mais dans ce tissage qui prend, qui crée un espace en fait dans lequel on entre finalement, c'est une manière aussi d'écrire, si je me trompe. Oui, tout à Et, fait. ouais. Et après, il y a autre chose aussi que j'ai pas dit, c'est que j'ai travaillé en collaboration avec Ar, qui est brodeuse, et Solomon, qui est ébéniste et sculpteur. Et, euh, et donc, quelque part, pour moi aussi, là, quand on parlait de la transmission, c'est que ce sont des savoir-faire qui sont un héritage, en tout cas pour Solomon, de génération en génération, de l'arrière-grand-père au grand-père, au père, etc. Donc, pour moi aussi, il y avait ce geste, cette question du geste qui se transmet et qui finalement existe aussi, même si on n'en voit que le résultat. Mais en tout cas, le bois est archive, mais la main aussi, en fait. La main qui fabrique est déjà une archive aussi, et ce geste aussi là. Donc, pour moi, c'était aussi important voilà, de travailler. C'est hyper important pour moi de travailler avec d'autres gens aussi. Et d'ailleurs, je les remercie grandement parce ils sont autant artistes que moi dans cette exposition. Ouais. Le geste comme archive, ça me fait vraiment penser aussi au travail de Hyacinthe, parce que, en fait, qui au moment pour le vernissage, a présenté une pièce finie, selon lui, selon nous, enfin voilà, mais qu'il a malgré tout continué à travailler tout au long de l'exposition et qui n'a cessé de continuer à s'archiver, en fait, à se transformer, mais aussi donc à s'archiver autrement, en fait, à raconter toujours une autre histoire. Et je pense que effectivement, ça résonne tout particulièrement. Peut-être juste Ah une oui, petite. je pense que Ouais. si j'étais encore si j'étais encore à Tana, j'aurais fait pareil. C'est pareil. Ouais. Oui. Ouais. Ah ouais, Je pense que ça n'aurait jamais fini. Oui, clairement, je pense que dans vos deux pratiques, c'est encore un point commun peut-être, malgré les différents points non communs, bien sûr. Là, aujourd'hui, on s'intéressait à ça, mais évidemment, il y a aussi beaucoup de choses qui sont extrêmement différentes. Mais effectivement, il y a vraiment une notion de dialogue très forte qui se met en place avec le public et qui continue en fait au fur et à mesure de l'exposition, et puis de gestes qui continuent aussi. Et ça, c'est assez émouvant. En fait, nous, c'est vrai qu'en tant que structure, qu'institution, on est assez habitué à travailler avec des œuvres finies, c'est-à-dire des œuvres closes, en fait, en un sens. Et là, tout à coup, on s'est retrouvé face à deux expositions qui ne cessent de se transformer. Et c'est assez déroutant de notre côté à nous, je dois dire. Alors, il y a une petite question peut-être très très rapide qui, de toute façon, complète celle qu'on vient de se dire pour terminer, de Nahasi qui demande: pouvez-vous raconter comment vos œuvres ou vos créations vous traversent? Comment vous sentez-vous à chaque création, puisque vous touchez, transmettez et ressentez, quelque part créer un lien entre ici et ailleurs, hier et aujourd'hui? On a un petit peu évoqué là à l'instant, mais voilà, comment vos œuvres ou vos créations vous traversent? C'est une très jolie formulation. C'est beau, oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, ben merci. Moi, je prends ça comme effectivement cette façon de vivre un sacerdoce, quoi. L'œuvre, c'est un peu cet oreiller sur lequel on est en permanence et qui nous rappelle que on a cheminé, on est en train de cheminer sur quelque chose, on est en train de naviguer sur quelque chose, comme si on avait mis au monde des enfants, en fait, quelque part. Donc, tout ce processus d'accouchement qui prend beaucoup de temps, exactement, c'est vraiment le même processus que mettre un enfant au monde. C'est exactement ça. C'est comme un sacerdoce. Moi, je le vis comme un sacerdoce, hein, comme une retraite spirituelle permanente, latente comme ça, qui m'anime, qui fait que j'ai envie de continuer. Comme si ce que j'avais fait méritait d'être complété par autre chose pour exister, quoi. Cette idée de lien, toujours, comme si dès que j'ai enfanté cette pièce, elle aura besoin aussi d'un cousin pour exister ou d'un neveu pour, continuer son odyssée. Et puis ça s'arrête jamais au final, quoi. Et Donc, c'est un d'ailleurs, tu peu as comme ça. intégré des œuvres anciennes, les toiles que tu as roulées, que tu as transformées, qui sont des œuvres Voilà, c'est ça, qui étaient déjà, exactement. qui traînaient, comme tu C'est dis, dans ton atelier. ouais, c'est vraiment comme ça. C'est cet atelier mental, comme si j'ai envie d'arrêter le monde qui va vite en quelque chose
d'empreinte, comme ce que Myriam dit. Moi, j'utilise le mot empreinte, elle utilise le mot archivage. C'est la même chose, en fait. Les empreintes et les archives sont liées, quoi. Myriam, peut-être une réflexion sur ça, sur comment est-ce que tes œuvres, tes créations te traversent? Je pense qu'en fait, au moment où je les produis, c'est que j'ai déjà été traversée par ça. Donc, quelque part, c'est la production, c'est la restitution d'une traversée, en fait. Ouais. Et après, il y a là, vraiment, pour le coup, j'ai eu une expérience vraiment très belle, en fait, de rencontre avec le public à la Fondation Achatana. Je crois que c'était la première fois que je rencontrais un public aussi réceptif, en fait, et dans le dialogue et dans le débat et la discussion. Donc, quelque part, pour moi, en fait, ce qui me traverse après, bah, c'était ça. Ce qui m'a traversé après, vraiment, c'était, euh, c'était ces rencontres-là et ce dialogue, en fait. J'ai vraiment été très surprise et très touchée, en fait, par la qualité des échanges. Et je suis mais après, je suis tout à fait d'accord avec Hyacinthe. Il y a aussi quelque chose, à un moment donné, bon, on est obligé de quitter, d'aller un peu comme tu disais, c'est un peu comme des enfants, mais c'est jamais fini. Pour moi, c'est jamais fini. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, je commence à parler de mouvement. C'est le premier mouvement, il y aura un deuxième, mais c'est toujours le développement, en fait, de ce travail-là. Et effectivement, j'aurais fait comme Hyacinthe, je serais peut-être revenue régulièrement pour changer deux, trois trucs, ajouter quelque chose, refaire une performance, je ne sais quoi. Ouais. Bien sûr. Un très, très grand merci à vous deux. On va s'arrêter là sur ces jolis mots et sur le rapport au public que Myriam, dont tu nous fais part, du public malgache. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux pour tout ça, pour cet échange aujourd'hui. Merci pour vos magnifiques propositions dans nos deux espaces qu'on est vraiment très fiers d'avoir pu accompagner. L'exposition d'Hyacinthe pour les Parisiens se termine samedi à 8h, donc il reste quelques jours, et celle de Myriam continue jusqu'au 29 avril à Tana. Voilà, mais un très très grand merci, très belle journée à vous tous, et la discussion sera mise en ligne sur notre site dans quelques jours, donc vous pourrez la réexplorer si besoin. Merci beaucoup, Marie. Margot, merci Hyacinthe, merci à toute l'équipe de la Fondation H qui est merveilleuse. Merci à Solomon et Art, à Dio aussi, qui a été mon assistant pendant l'installation, et merci à Yoann Kelland Saint-Perne qui est présent de m'avoir permis de faire une citation sur son œuvre. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toute l'équipe de la Fondation H. Vraiment, merci. On n'a pas de mots. C'était une belle aventure. C'est que le début, une belle collaboration. Et ben, ça fait partie des plus belles collaborations que j'ai eues, en tout cas. Voilà, et j'en suis fier aussi. Bon, c'est voilà. très touchant et émouvant pour nous d'entendre ça, en tout cas. Ah oui, merci. Très bonne journée à tout le monde. À très bientôt. Merci, Margot. Merci beaucoup. Allez.